Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Y a-t-il du sensible pur? Plus petit que à la suite de la publication d'un manifeste, la revue en ligne paris-art.com que dirige André Rouillet avait suggéré à l'auteur quelques questions. La première portait sur la tendance récente en peinture à un retour au sensible pur plus grand que JLD. Le sensible pur n'est une réalité que l'on ne peut élaborer qu'en mettant entre parenthèses tous les rapports de l'art à la technique, que ce soit la technique d'une œuvre, celle d'un artiste, la technique de la reproduction et bien sûr l'appareillage des arts. Mais considérons déjà la question de l'art. Ce n'est qu'à partir de la fin du XVIIe, du fait du romantisme d'Iéna des frères Schlegel, de Schleiermacher, dont on vient seulement de traduire l'esthétique, de Novalis, etc., que la question de l'art a été posée en tant que telle. Auparavant, chez Kant, par exemple, le jugement esthétique ne portait pas sur une œuvre d'art mais plutôt sur un objet de la nature collectionné, et la partie esthétique de la critique de faculté de juger s'achève par la reprise relativement académique d'un système des beaux-arts hiérarchisé selon l'opposition traditionnelle forme-matière. Lessing dans son Laocoon introduisait un peu avant à l'esthétique au sens où nous l'entendons aujourd'hui, en émancipant les arts de l'espace, essentiellement peinture et sculpture, de l'assujettissement traditionnel à la poésie, devenant elle-même le paradigme des arts du temps. Lessing marque ainsi la fin des anciennes cosmétiques, d'autant qu'il introduit la distinction entre une œuvre destinée au culte et la même qui peut être livrée au jugement esthétique du seul fait de la suspension muséale. Toute l'esthétique allemande depuis la moitié du XVIIe est en fait une esthétique du musée, de Winckelmann jusqu'au cours sur l'esthétique de Hegel, en passant par Hölderlin, etc. Il en va de même en France pour la critique d'art d'un Diderot, ou pour l'écriture de l'histoire d'un Michelet. Nous avons essayé de montrer dans le musée, L'origine de l'esthétique, 1993, que la question de l'art n'est possible que du fait de l'institution de cet appareil spécial qu'on appelle musée, parce qu'il suspend, met entre parenthèses, la destination cultuelle des œuvres, c'est-à-dire leur capacité cosmétique de faire communauté et de faire monde et Q'. À partir de lui, les œuvres devenant des suspens peuvent être pour la première fois contemplées pour elles-mêmes, à condition comme le signale Benjamin que je reste à 3 mètres d'elle. D'où l'idée kantienne d'un jugement esthétique nécessairement contemplatif et désintéressé, parce que mon existence n'est plus un enjeu de l'œuvre, l'art n'est donc déjà pas pour l'homme, que mon existence ne dépend pas de celle de l'œuvre, ce qui aurait été le cas au contraire si elle avait été de culte, cosmétique au sens fort, théologiquement ou politiquement parlant, niveau d'analyse qui reste celui de M. Heidegger, de l'origine de l'œuvre d'art. Quand on s'interroge comme Greenberg ou bien d'autres, sur l'essence de la peinture, de la sculpture, de la musique, etc., on ne devrait jamais oublier d'isoler une sorte de transcendantal impur, Adorno, nécessairement technique et institutionnel, lequel ouvre le champ de la question de l'art et qui est donc au cœur du régime esthétique de l'art au sens de Rancière. On peut caractériser cet appareil en disant non qu'il invente l'art, ce qui serait une stupidité constamment démentie par l'expérience. L'art ne dépend pas d'un consensus d'experts en la matière, mais qu'il en isole le matériau, si 14 on tient à conserver ce terme trop marqué par l'illémorphisme aristotélicien. Prenons un exemple en dehors des arts plastiques, dans la musique contemporaine. Si le son est l'élément minimal de cette musique depuis la musique concrète de l'après-guerre et non plus la note, on comprend bien qu'il est indissociable de l'invention récente du magnétophone et des dispositifs techniques d'enregistrement et de production électro-acoustique du studio, du disque, du CD, etc. Outre le musée pour les arts plastiques, le régime esthétique n'aurait pas été possible sans l'invention du patrimoine par Quatremer de Quincy, sans un autre rapport aux ruines, sans l'idée romantique d'une similiterareur laquelle suppose bien la bibliothèque, ce dont Flaubert fera la magistrale démonstration, déjà avec La Tentation et surtout avec Bouvard et Pécuchet. Avant d'être un nouveau rapport entre le dissible et le visible comme l'écrit Rancière, Malaise dans l'esthétique, 2004, le régime esthétique de l'art suppose une révolution de la sensibilité commune, du partage du sensible, l'implicite d'une reconnaissance, celle de l'égalité de la faculté de juger. Ce qui suppose chez tous la même faculté de juger. Tous peuvent juger sans distinction d'appartenance, que ce soit des œuvres, exposition du Salon Carré du Louvre à la moitié du XVIIe, ou des événements politiques, la Révolution française.
Nos appareils modernes n'ont pas inventé l'égalité, mais d'une manière plus paradoxale, ils l'ont trouvée inventée. Ils ont configuré la sensibilité commune. Dans ce sens, c'est de leur côté qu'il faut aller pour dénicher un faire monde et un faire époque. Plus petit que on vous dira qu'on n'a pas attendu la fin du XVIIe pour parler d'art, qu'il y avait au XVIIe accent grave, voire avant en Italie, des académies dites des beaux-arts, qu'en témoigne par exemple en France la querelle du colorisme, J. Lichtenstein, la couleur éloquente 1989 plus grand que. Mais ces débats sur les techniques, sur les rapports dessin-couleur, sur les contenus, etc., sont possibles parce que les académiciens partagent les mêmes certitudes, qui font l'époque, celle de la représentation au sens large, que les arts doivent convaincre et persuader les hommes qu'il faut, et divertir les autres. Outre cette nécessité sociale et politique qu'analyse bien Rancière au titre du régime représentatif des arts, ces académiciens partagent la même exigence, qu'il faut représenter selon les canons de l'appareil perspectif. Leur programme a été établi, en gros, dès le Della Pictura d'Alberti. L'appareil perspectif établit les règles de la construction légitime de la scène de la représentation. C'est lui qui est ontologiquement et techniquement premier, et non l'historia dont il rend possible l'apparaître. C'est donc à ce niveau que nous nous séparons de Rancière. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, hypostasier l'historia sans tenir compte de l'appareil technique la rendant possible comme représentation. Il y a aussi un déni de la technique chez Rancière, comme il y en avait un chez Deleuze et chez Lyotard et d'une manière générale, chez tous les phénoménologues de l'art. Or comme l'historia respecte les règles de la poétique aristotélicienne, c'est-à-dire celle de la mimésis au sens fort, si on la retrouve selon Rancière, aussi bien comme but de la tragédie de Sophocle, comme but de l'art de la Renaissance, et au cœur de la fable cinématographique comme chez Hitchcock, alors l'historia, et plus largement la fable, n'est pas un concept discriminant et ne peut donc faire époque. Ce qui fait époque, ce sont les appareils qui la mettent en scène, et d'une manière générale des appareils qui respectent le principe de la rampe chère à Hesdaney, la rampe instaurant la division entre représentants sur scène, acteurs et représentés, public, dans la salle. Les artisans et les artistes qu'ils sont devenus à partir du XV pouvaient avoir des débats, ce que raconte Lévy de Vasari, mais ils partageaient tous la même croyance dans la destination de leur art parce qu'ils l'appareillaient semblablement. Partageant donc la même cosmétique, au sens fort d'ordonnancement selon les principes du cosmos, c'est-à-dire partageant la conviction qu'une même technique d'apparaître doit être au cœur de leur savoir-faire pour générer une communauté dont ils connaissaient les attentes, ils ne pouvaient avoir de débat relevant de ce que nous appelons esthétique. Car dès que l'art entre dans l'époque de l'esthétique, le public destinataire est inconnu. Chaque œuvre nouvelle est comme déposée au pied d'un public qui n'existe pas, qu'elle devra sensibiliser pour qu'il la reconnaisse comme œuvre d'art. Il y a là un cercle. La question de l'art entraîne celle du public, d'où une crise permanente de l'adéquation de l'art et du public. S'il n'y avait le risque d'être mal compris, on pourrait dire que les débats des artistes classiques étaient cosmétiques, parce que ces débats idéalement pouvaient être tranchés par un tribunal, d'où la nécessité des académies pour trancher entre les litiges des artistes. Par conséquent, les différentes querelles des images, querelles à Byzance entre iconoclastes et iconodules, querelles entre réforme protestante et contre-réforme catholique, ces querelles ne relèvent pas de l'esthétique au sens qui est le nôtre, mais plutôt de l'onto-théocosmétique qui est un mode de la technique au sens large. Elles ont en commun de supposer une norme pour l'image. L'incarnation ou l'incorporation, alors que depuis la Renaissance, la norme légitime est celle de la représentation, où la représentation est séparée de ce qu'elle rend possible ou visible comme objet. Dès lors, entre ces nonnes ne peuvent exister que des différents cosmétiques au sens du différent 1983, de Lyotard. Aucun tribunal ne peut trancher, d'où des luttes à mort. Cela n'a rien à voir avec les querelles esthétiques provoquées par les avant-gardes. Les questions de la présence effective du Dieu dans l'image, ou du Dieu comme image ou comme représentation ou son absence ou son retrait du sensible, etc., entraînent des partages radicaux au sein des communautés. Ces partages mettent en jeu des appareils théoriques et pratiques, des institutions, parce qu'à chaque fois c'est la définition de l'être ensemble qui est en jeu, celle de la sensibilité commune et donc, par voie de conséquence, de l'être quelconque, la singularité. La norme de l'incarnation, et pour les genres de discours, de la révélation,
ne peut concevoir cet être ensemble que comme corps, celle de la représentation, et pour les gens de discours du délibératif que comme objet idéalement rationnel, la politique délibérative. L'erreur de certains iconophiles actuels, ce serait de rabattre l'incarnation sur la représentation ou de critiquer la représentation au nom de l'incarnation. Un certain Lévinas, de vouloir politiquement que les sociétés qui font légitimement l'épreuve de la division, démocratie s'incarnent dans un corps, totalitarisme. Plus petit qu'eux est-ce qu'à déporter l'accent sur les conditions techniques des arts on ne les fait pas disparaître plus grand qu'eux. Ce sont les appareils qui donnent leur assiette aux arts et qui leur imposent leur temporalité, leur définition de la sensibilité commune, comme de la singularité quelconque. Ce sont eux qui font époque et non les arts. Ce qui ruine la prétention à établir une connaissance de l'image, une sémiologie générale de l'image par exemple, comme si on pouvait comparer les peintures de Lascaux et les dessins de Magritte. Ce qui importe, c'est l'étude de l'image et de son support ou de sa surface d'inscription. Lyotard, Discours figure 1971. Une icône byzantine relève d'un programme ontothéo-cosmétique qui est nécessairement technique. On ne produit pas une icône comme on peint une cité idéale en Italie au XV. Ce faisant, on ne réduit pas les arts à des matériaux, lignes, couleurs, etc., qui prendraient forme grâce aux appareils qui ont fait époque. On doit faire la critique de l'illémorphisme aristotélicien, c'est-à-dire de la métaphysique traditionnelle qui, opposant matière et forme, ne conçoit la matière qu'en voie de formation, critique que développe Simondon. On doit y être particulièrement sensible quand on écrit que les arts sont toujours appareillés. Certes, par exemple, le dessin a été appareillé par l'imposition destinale de la perspective à partir du XV, mais ce dessin est devenu indissociable de cet appareil. On en a pour preuve en Italie l'émergence de la notion de disegno, notion qui par sa dissémination, sa polysémie, nous montre que le dessin n'a pas seulement été assujetti à la géométrie comme l'écrivait Lyotard. En effet, disegno chez les auteurs de traités à partir d'Alberti, en passant par Vasari jusqu'à Léonard, va ouvrir un champ sémantique irréductible au concept. Le champ du disegno c'est celui de l'esquisse, de la trace sur un papier, du tracé configurant une figure, du contour pouvant devenir une ombre, quasiment une couleur, à la figure achevée, à l'archive, en passant par le signe de désignation, quasi-linguistique, jusqu'au Desein, c'est-à-dire au projet, jusqu'à l'idée a priori de l'œuvre visée par le génie de l'artiste dans une perspective quast-platonicienne. On voit bien qu'il ne s'agit pas d'un matériau graphique, opposé à la couleur, envahissant brutalement tout le champ du pictural. Inversement, l'appareil perspectif ne peut être mis en œuvre, exposé, disposé, théorisé pour donner le maximum de sa puissance constructive, en toute légitimité, que s'il est tracé sur un mur pour une fresque et surtout sur un papier qui retiendra tout l'inachevé, travaillant ainsi pour la mémoire culturelle et la transmission en atelier. On ne peut donc distinguer le dessin de l'appareil que pour des raisons d'analyse. Le disegno a même été la condition de démonstration de l'appareil comme pour toute exposition d'un problème de géométrie, ce qui suppose une question plus fondamentale que rappelle Stigler, celle du support de la pensée. Est-ce que les Grecs auraient pu inventer la géométrie, s'ils ne l'avaient tracée sur le sol comme le suppose Platon dans le Ménon ? C'est que la pensée pour devenir une connaissance a besoin d'un support d'inscription extérieur, qui dans un second temps sera internalisé. Il n'y a pas de connaissance sans support permettant la configuration de la pensée qui, sans cela, est insaisissable comme le montrait fort bien Fiedler. S'agissant de l'appareil perspectif, le disegno est donc actualisation de l'appareil et production nécessaire de cet acte en recourant à un support indispensable, le papier. On ne peut imaginer le disegno sans le papier, qui échappe aussi à la condition de simple matériau. Le papier tient sa suprématie davantage de l'appareil perspectif que de l'imprimerie. Le disegno est au milieu de l'appareil et de l'œuvre. Sa temporalité ne peut être que complexe. Les appareils que nous avons analysés, perspective, caméra obscura, musée, photographie, cure analytique, cinéma, vidéo, etc., ont en commun d'être projectifs, c'est en cela qu'on peut les dire modernes. Ils se distinguent des appareils soumis à la norme de l'incarnation, et des appareils plus archaïques, car soumis à la norme du marquage sur le corps et la terre, et pour les genres de discours, de la narration ou du récit. Ces appareils modernes,
sont peut-être les appareils par excellence parce qu'on peut les analyser en se les représentant puisqu'on peut les placer, concrètement devant nous. Ils ont un côté prothèse que n'auront plus ceux qui leur succéderont en innervant parfaitement le corps, devenant ainsi invisibles. Plus petit qu'une autre notion semble avoir beaucoup plus d'importance dans le champ de la production contemporaine comme de la critique, c'est celle de dispositifs, en particulier dans la description des installations pour un nouveau régime de visibilité de l'art plus grand que. Certes, mais dispositif doit sa gloire à Foucault, en particulier à surveiller et punir qui est quand même une conception assez paranoïde de la société. Chez lui, le dispositif couple toujours deux séries hétérogènes, celle du savoir et celle du pouvoir. C'est un peu insuffisant pour fonder une esthétique. Mais il faut reconnaître une dette. C'est à la suite de Histoire de la folie qu'on peut établir le lien entre une institution et un savoir, voire une définition ontologique de la singularité et qu'on a pu élaborer les rapports entre musée et esthétique. Gardons l'idée d'un rapport entre les arts et les savoirs, l'esthétique théorique et l'historiographie de l'art pour le musée. Les savoirs et les arts sont toujours appareillés selon des dispositifs techniques épocaux. Au principe de l'appareil, il y a la fonction de rendre pareil, des apostrophes appariés, de comparer ce qui jusqu'alors était hétérogène. C'est ainsi que pour les modernes, depuis la Renaissance, les phénomènes ne sont connaissables que parce qu'ils sont objectivables, représentables, par l'appareil perspectif qui introduit un espace d'accueil quantifiable, homogène, isotopique, rationnel. D'où la nouvelle physique à partir de Galilée, et le principe de raison selon Leibniz. Il en ira de même pour les artistes, peintres, sculpteurs, architectes, etc., qui ne pourront représenter le monde et inventer de nouvelles figures que sur cette base. De là, comme on l'a dit plus haut, le privilège du dessin comme projet, esquisse, tracé et délinéation achevée d'une figure. Et la subordination de la couleur, surtout à Florence, ce qui sera moins le cas à Venise. On sait qu'appareil a aussi comme sens apparat, parure, etc. Il est stupide de critiquer une esthétisation de notre monde. Chaque époque a appareillé le phénomène en le rendant digne de paraître. Chaque société a des valeurs esthétiques parce que les singularités apparaissant les unes face aux autres dans la sphère publique donnent le meilleur d'elles-mêmes. La mode a toujours été à la mode. On pourrait continuer du côté platonicien de l'éthique puisqu'être beau, c'est être bon, bel et bon selon le principe qui appareille. Ce sont des sens que ne possède pas dispositif, qui ne peut que mettre à disposition ou donner du pouvoir sur. En outre, le terme d'appareil appartient à la pratique de l'architecture savante ou populaire. D'une part, les matériaux sont rendus pareils pour être réellement assemblés. Dès lors, la taille de la pierre sera une section des traités d'architecture, stéréométrie, les pierres étant préconçues avant d'être taillées en perspective. De plus, comme aux époques précédentes, l'édifice bâti devra être beau et les constituants d'un mur disposés en ordre. Au sein du milieu du disegno 15xVIE accent grave, on va assister, du fait du néoplatonisme s'ajoutant à l'aristotélisme médiéval, à un assujettissement de ces procédures de construction qui vont être pensées selon le règne de l'idée et l'on va assimiler l'idée à la forme et donc le constituant à une matière à laquelle on donne forme. L'illémorphisme des modernes se reconstitue là. Ce qu'il faudrait restituer, ce serait une notion d'appareil antérieure à ce passage. Ce qu'on sait des bâtisseurs médiévaux, c'est que le projet ne se dissociait pas de l'acte, allant à son... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.